François Bron dans la petite série là, des calepins qui servent au quotidien aux USA, celui de Lovecraft, c'est exactement celui-ci, marqué Diary 1925 en doré. Moi j'ai le même format, mais aussi cette couverture un peu cuir là, qui perd sa poussière, c'était comme ça hein, quand j'ai travaillé sur l'original. La John Hay Library de Providence en 2015, mais pour ce qui est de l'intérieur, c'est toujours des petites cases dans lesquelles rempli au jour le jour, et j'ai bien vérifié le 11 février, dans celui-ci c'est le 11 février, le 11 février dans celui-ci c'est le 11 février, dans celui-ci le 11 février c'est le 11 février, dans celui-ci le 11 février c'est le 11 février, dans celui-ci le 11 février c'est le 11 février, dans celui-ci le 11 février c'est le 11 février. Ça tombe bien, on est le 11 février, donc on va tout de suite voir dans le sien ordinateur. Et dans celui de Lovecraft, c'est que hier, le 10, alors hier, pour lui, on était mardi, toujours une petite journée de décalage, eh ben, il a mangé une partie de l'espace du 11-12, cette petite verrue comme un petit ballon ici, 11-11, qui nous dit bien que le 11 là, ce sont ces trois lignes serrées un peu de travers, en plus le lendemain, c'est, voilà, la journée anniversaire d'Abraham Lincoln. Je pense que ça doit être férié à l'époque, ce qui change rien pour lui, mais on a quand même, nous, ce qui compte pour nous. Les choses tellement importantes. Plate, lever tard. Ensuite, write, écrire. Gibson, ça tombe bien, ce Gibson, on l'a déjà vu hier, un ami de George Kirk qui deviendra sociologue plus tard. Kirk, évidemment, puisque Gibson est là, qui appelle Lovecraft. Alors, tu rappliques, qu'est-ce qu'on fait? Taormina, on sait que c'est un petit resto italien pas cher qui est Clinton Street, dans la rue où ils sont, juste à 3 blocs. Et les boys, qu'est-ce qu'ils ont à faire? Ils ont que ça à faire. Ils se retrouvent chez les Belknap, et une fois ensemble, bah, on va à la cafétéria, c'est tellement bien, il y a du café pas cher, et puis on vous le re-remplit le gobelet. Il y a Kleiner, évidemment, et George Kirk, et puis bien, on va remonter à pied par le Brooklyn Bridge jusque chez lui et se mettre à lire. En plus, vous êtes inscrit pour avoir ça 365 jours, on est le 41e, encore 320 jours là de ça. Non mais franchement, et des fois on se dit mais qu'est-ce qu'on va s'embêter là? Allez, on va tout de suite voir le petit PDF, on va en profiter pour faire d'autres choses. Il est là. Ah oui, c'est ça qui nous rapproche aussi. Avant-hier, j'avais parlé à propos de Alfred Galpin et de cette lettre-là où il raconte comment il fait connaissance pour de vrai avec Galpin à Cleveland, où il est revenu pour les vacances dans sa famille. Et c'est ces 2 semaines là où on se balade en voiture, où il rencontre aussi Loveman, où il fait la connaissance de Kirk et tout ça. Et j'avais mentionné le fait que Galpin, qui est un musicien, qui va venir en Europe ensuite, la relation avec Lovecraft se distendra. C'est pour ça que finalement, je crois qu'on a 27 lettres conservées de Lovecraft à Galpin, alors que dans ces années-là, en tout cas pour ce qui est avant le séjour à New York, c'est un des correspondants les plus importants, un des proches avec lesquels il est le plus libre, qu'à la mort de Lovecraft. Alors Lovecraft meurt à 46 ans, début 1937. C'est en 1939 qu'Alfred Galpin, alors qui vit comme pianiste en Italie ou à Paris, et compositeur, écrit en hommage à son ami Howard Phillips Lovecraft une pièce pour piano solo, 3 pages de partition, et je vous avais dit qu'on pouvait la retrouver. Eh ben, ça n'a pas tardé. Hier soir, j'avais un message en provenance de Shanghai qui me disait mais moi je veux bien essayer, c'est possible de me l'envoyer la partition, je l'ai pas trouvée sur le net. Ah bah non, elle n'est pas sur le net, elle est dans les lettres à Alfred Galpin. Toujours merci à Esti Yoshi et David Schultz, merci à Hippocampus Press, et la partition ce matin est partie scanner pour Shanghai.
Charles, ça n'a pas l'air facile. Donc, on prend le temps qu'il faut, mais j'espère bien qu'un de ces jours, on va écouter ce morceau, parce qu'effectivement, j'en ai pas trouvé de traces, moi non plus, enregistré. Alors, c'est ça que j'ai mis, là, en première page, bah ouais. Ensuite, eh ben, ce que je viens de vous raconter, Plate, Wright, Gibson, Kirk, Coltar, Mina, retour 169 Clinton Street, et lecture, on ne sait pas ce qu'il lit, probablement encore, il est beaucoup dans Edgar Saltus en ce moment, à la fois les traductions de Saltus, il a traduit pas mal de français, Gautier, Mérimée, et ça, Lovecraft les avale, littéralement, et puis les essais de Saltus que Loveman est en train là de republier. Alors il faut bien profiter de ça pour aller voir autre chose. Alors voilà ce que j'ai trouvé comme article dans le New York Times. Ça concerne le président Coolidge. Coolidge qui sera un bref président des États-Unis. Je crois que c'est justement là où le livre de Bill Bryson met sur lui son accent. Je crois qu'il l'arrêtera en 1927. Et figurez-vous qu'à la Maison-Blanche, il y a eu un accident. L'accident, c'est que le président Coolidge fait du cheval d'appartement. Vous saviez pas que ça existait? Bon, vous allez me dire, oui, moi je le savais que ça existait, mais moi je le savais pas. Et donc, les destinées des grands, les destinées des puissants, quand on est président des États-Unis, eh bien tu es à la Maison-Blanche et tu montes là sur ton cheval mécanique et hadada, à cheval, au pas, au trot, au galop, hardi bourriquet, comme aurait dit Rabelais dans ses grands moments d'enthousiasme. Et bien ce jour-là, figurez-vous, non, c'est pas un sabotage, hein, c'est juste une panne électrique. Voilà le bourrin qui se met, et le président Coolidge qui, hop là, il risque d'être expulsé par terre. Moralité, il faut faire venir un électricien pour refaire le circuit ou les courts-circuits. Et c'est comme ça que l'Amérique découvre le passe-temps du président qui est: tu crois qu'il est en train de réfléchir, tu crois qu'il est en train de gamberger, à quoi ça travaille, impuissant? Non, il est sur son cheval. Bon, alors évidemment, on va pas surcharger ces petites choses, ça n'a pas d'importance, mais moi quand même, je me rappelle tout d'un coup Saint-Simon, c'est-à-dire comment les petits travers d'un puissant. Pour Saint-Simon, Louis XIV, 400 pages sur son agonie. Comment ces travers-là peuvent entraîner des famines, des exactions, toute une cascade de choses qui prennent, pour les humbles que nous sommes, des proportions. Hein. Et il est quand même le président des États-Unis. Bon, alors disons qu'aujourd'hui, ça résonne un petit peu, les dadas de ces gens qui sont présidents de la République. Bon, ça peut être bizarre. Chez nous aussi, ça peut être bizarre. Alors, justement, à ce moment-là, puisque le New York Times t'informe que Coolidge rides an electric hobby horse, trotting and galloping daily for exercise. À quoi ça ressemble? Eh bien, regardez, il y a même une version femme où tu t'assois en Amazon pour secouer, et figurez-vous que le cheval électrique d'appartement du président Coolidge a été conservé, y compris avec sa selle de cuir et ses étriers et son petit boîtier de commande, là, dans le musée avec les archives de la Maison-Blanche. Donc, voilà. Si on s'occupait de choses comme ça tous les jours, non, mais une fois de temps en temps. Alors justement, on va y aller voir dans le New York Times. Voilà la une d'aujourd'hui. Alors le président Coolidge, il est quand même dans des affaires économiques sérieuses. Je n'ai pas été voir le détail, mais bon, le New York Times, il se moque gentiment de son petit cheval à se secouer le bourrichon. Ça, c'est une expression de Flaubert. Évidemment, tout de suite, moi, je vais voir où il en est de notre pauvre Floyd Collins. On est toujours
en train là de creuser. On utilise de l'huile de banane là pour voir ce qui communique entre différents boyaux, parce que là les ouvriers en train de forer viennent de tomber sur une crevasse ou fissure, et on a vu des insectes, des genres de grillons émerger depuis le trou de forage. Ça veut dire qu'on est maintenant en relation avec la grotte où Collins, espérons-le, est encore sauvable. Ça, on n'en saura pas plus aujourd'hui. Et on nous informe aussi que les enquêteurs ont décidé que oui, c'était un hoax. Le mot hoax, H-O-A-X, les fake news et tout ça, eh bien, c'était déjà en service en 1925, puisque certains avaient prétendu qu'en fait, Floyd Collins avait été assassiné. Hier, j'avais dit qu'il avait été crimé, qu'il avait été meurtré, et que peut-être même ses frères l'avaient là enterré au fond de la grotte en faisant croire à un accident, mais que non. Eh bien ça, on avait rendu compte là de ces bruits qui circulaient. Alors j'aurais pu prendre cet article aussi, 3 hommes en cagoule qui forcent la porte de la maison ou de l'appartement d'un banquier. Il y a là sa femme et sa fille, et commence là vieille histoire toujours de la violence, mais un petit garçon a pu décrire la voiture et donner un petit bout de la plaque d'immatriculation, et 10 minutes après que ces méchants soient partis, eh bien on les a attrapés. Voilà ce qui fait évidemment la joie et l'actualité des jours, mais on peut profiter de ce que pour Lovecraft c'est calme, qu'il est en train de lire son Psalter pour aller regarder un peu plus près le journal. Oui, j'avais relevé en bas de la une un petit article où la Ligue des auteurs américains a eu cette idée de faire construire un immeuble de 20 étages. 20 étages, 1, 2, 3, 4, 5, ça ferait au moins une centaine d'appartements. Pour qui? Rien que pour des auteurs. Ce serait la tour où écrire, ce serait la tour d'où naîtrait la nouvelle littérature, la littérature phare, la littérature qui éclairerait le monde, l'immeuble de la Ligue des auteurs américains. Alors comment tu peux avoir, est-ce que tu fais un concours, est-ce que c'est comme la Villa Médicis, est-ce que c'est vraiment des grands appartements, est-ce que l'eau courante, le chauffage, l'eau tiède du robinet à écrire et tout, la domesticité sont fournis. On n'a pas les détails. Est-ce qu'il s'agit là tout simplement de faire fructifier les fonds de cet organisme de la Ligue des auteurs américains? Mais en attendant, qu'est-ce qu'il fait Lovecraft? Pourquoi il veut que Loveman prenne cette chambre là, qu'il insiste si fort pour que Loveman vienne les rejoindre au 169 Clinton Street? Eh bien, il en rêve lui aussi, là, d'une maison des auteurs. Bon, moi j'ai eu la Villa Médicis. Salut Marin Fouquet, très content là. Jeune gars que j'ai connu à Cergy, que j'ai vu ensuite faire un master, j'ai vu ensuite faire des performances, y compris avec l'Armée Noire de Charles Penquin. Je sais ce que ça commence. Ça a été laborieux, là, de premier livre qui a refusé juste près de minuit, et puis ensuite Actes Sud avec 77, et puis Garde à vue, et puis ça y est, il va partir à la Villa Médicis, juste 40 ans. Le truc, voilà. Mais oui, c'est ça aussi. Tu regardes ça, cet article, tu te trouves bizarre, et puis tu te retrouves à Gamberger sur des autres choses comme ça. Il y avait ce tout petit article. Alors, celui-ci... j'ai une fille qui habite à Nairobi. Alors, évidemment, le mot m'accroche, mais... Un rhinocéros tué par la duchesse d'York. Alors le duc et la duchesse d'York, c'est celui qui va devenir tout bientôt George VI. C'est le grand-père de l'actuel prince Charles, qui est roi, mais qui s'appelle toujours prince Charles pour le temps qui sera roi. Eh bien, monsieur et madame, en amoureux, reviennent du Kenya, et on est heureux de nous informer de leur tableau de chasse. Ils ont tué un lion, une lionne, 2 rhinocéros, 2 buffles, un léopard, un ornyx, un impala, un gourounouk, je ne sais pas ce que c'est qu'un gourounouk, un petit koudou, un steinbock, et une gazelle du Kenya, un zèbre, un dik-dik, un warthog, mais ça je sais, j'ai repris dans le dictionnaire, mais là j'ai oublié, et une
une hyène. Et figurez-vous que le deuxième rhinocéros, madame l'a tué toute seule et d'une seule balle dans un endroit bien choisi. Elle l'avait tiré dans le trou de balle. Alors là, ça, j'ai repris dans le PDF, la liste en tout cas. Un lion, une lionne, 2 rhinocéros, dont un par madame toute seule et d'une seule balle, 2 buffles, un léopard, un ornyx, un impala, un guérénouk, un petit koudou, un boubal du Kenya, c'est ça le mot qu'un dik-dik là, une gazelle de grand, non, un dik-dik, une gazelle de grand, un zèbre, un phacochère, voilà, c'est phacochère, je ne sais pas le nom anglais de phacochère, et une hyène. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu cherches, alors il y a des images, on ne les voit pas avec les animaux, mais voilà monsieur et madame là, en touriste au Kenya, avec sa belle cuisse de Georges Duc d'York qui sort de son short et madame en pantalon aussi, mais là ils ont posé les fusils. Alors j'ai eu une idée, tu rentres cette liste là dans une application d'intelligence artificielle, j'ai essayé Grok, j'ai essayé DAL, j'ai essayé plusieurs et je leur ai demandé de me fabriquer le tableau de chasse du duc et la duchesse d'York en leur donnant et demandant de respecter la liste exacte des animaux. Alors ça donne des choses un peu... bon, ouais, c'est pas plus que ça, mais la surprise, c'est quoi? Alors que là, par exemple, celle-ci, elle serait possible, mais regarde, c'est la corne du buffle qui devient ici un fusil. Un fusil. Pauvre intelligence artificielle. Et dans celle-ci, là, ils sont en uniforme devenu quasi hitlérien, ce duc et duchesse d'York, avec des beaux arbres à la Carpaccio. Je sais pas s'il y a ce genre d'arbre à Nairobi, Kenya, mais là, les fusils sont tous balancés par terre, et regardez qui tient le fusil, c'est le lion qui a sa patte sur le fusil. Alors, pauvre intelligence artificielle, j'ai insisté. J'en dis, mais les animaux sont morts. Le duc et la duchesse d'York ont tué ces animaux. Eh bien là, non. Il n'y a aucune intelligence artificielle aujourd'hui qui accepte de vous montrer des animaux morts. Tu leur demandes de figurer un tableau de chasse, eh bien tous les animaux sont là, au garde à vous, avec eux, tout gentils, tout calme, comme s'ils étaient déjà empaillés, là, dans le salon. Mais quand même, tu vois, c'est les petits trucs d'époque, là, qu'on s'en vient chercher. Alors, retour au New York Times. Vous savez qu'on avait suivi de près, là, depuis une bonne dizaine de jours, le fait qu'à Columbus, dans l'Ohio, à l'infirmerie de l'université, là où les médicaments sont évidemment sous grande surveillance, mais qu'il y a un placard avec des gélules d'aspirine où on se sert quasiment à volonté, eh bien 3 personnes sont mortes pour avoir avalé de ces gélules d'aspirine qui étaient en fait remplies de strychnine. Et hier, on avait parlé d'une arrestation, un étudiant qui avait soi-disant avoué, parce qu'une des victimes, c'était vraiment la victime qu'il souhaitait, et qu'en dispersant d'autres gélules, finalement, le meurtre partirait parmi les autres. Ben non, cet étudiant a été innocenté, exonerated, et donc retour case-départ. Hier, j'avais parlé d'Hercule Poirot. Ils sont bien à la peine. Oh, j'avais aussi trouvé un petit article où on explique, vous savez, les elevated, ces métros qui passent en vacarme sur des ponts à hauteur là, du premier ou de deuxième étage, mais qui sont donc le métro aérien de New York. Eh bien, c'est toujours des voitures en bois pour la plupart, et on commence maintenant à remplacer les wagons en bois par des wagons en fer. Là encore, c'est comme chaque fois qu'on voit le mot elevated dans Lovecraft, dans leur trimballage, eh bien, hop, on gagne un petit peu de résolution concrète. Et, par contre, les images, les photographies que j'ai des elevated, à chaque fois, c'est plutôt quand il y a un accident qu'on les trouve. Et j'avais trouvé aussi... Ça, il faut juste que je vous la retrouve pour qu'on se sépare aujourd'hui. Et c'est bizarre parce que les publicités sont souvent par thème. Alors aujourd'hui, il y a des tas de choses concernant, par exemple, les chewing-gums Wrigley's, au jus parfumé, aux fruits. C'est ici, dans un petit coin, dans un petit bas de page. Regardez, c'est minuscule. Mais page 6, quand même. Donc c'est minuscule, mais page 6, tu payes. Si on augmente,
on voit République française, quoique la République française n'a rien à voir là-dedans, la liberté guidant le peuple avec son feuille de laurier, mais c'est une publicité pour Vichy Célestin, l'eau minérale, naturelle, alcaline, recommandée en cas d'indigestion, dyspepsie, d'acide urique. La goutte, rappelez-vous l'abbé Birotteau, le projet Balzac-Roman qui va en parallèle de celui-ci, comme il souffre de la goutte par excès d'acide urique, mais il ne le sait pas. L'abbé Birotteau, tu vois, acide urique et goutte, G-O-U-T, donc une petite passerelle directe entre Lovecraft et Balzac. Ça, vous demandez confirmation à votre médecin. C'est en vente dans les épiceries et les droguistes, le CBS de l'époque, mais aussi les petites pastilles Vichy État dans un petit étui juste à la taille de votre poche, distribué par monsieur Henry E. Gord. Mais moi, vous savez quoi? Les petites boîtes en fer de pastilles Vichy, tu soulevais le couvercle et c'était des petits rectangles au coin coupés, une couleur bleutée, et il y en avait toujours chez ma grand-mère maternelle. Et tout d'un coup, tu vois pastilles Vichy État, et tu vois quoi qui vient te faire bonjour là dans le projet Lovecraft 1925, ma chère grand-mère. Là-dessus, merci, à demain. Ça existe encore, vous croyez? Et les pastilles Vichy? Il y a tant de mystères encore de par le monde, comme le cheval mécanique là, de monsieur Coolidge, le président qui se fait sauter le popotin, et puis tout d'un coup le truc s'emballe. Oh. À demain.